bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont Nathan et Vincent de la feuille de match, bien sûr. Comment ça va les gars ? Super, hein ? Et toi ? Ça va, merci, très très bien. Et toi Vincent ? Ça va. Écoute, ça fait bizarre de lâcher le micro de la présentation. C'est longtemps que c'est pas vu d'ailleurs. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais. On est un petit peu en gala alterné au niveau de l'émission. Mais t'es quand même bien plus présent que Mehdi. Salut Mehdi. Ouais. Salut. Mehdi qui va arriver, hein. Voilà. Il va pas tarder à arriver. Il est un petit portable et un petit problème de scooter. Comme François Hollande, on l'embrasse. Et à la technique, c'est le plus grand de tous les techniciens, bien sûr, c'est Elliot. Comment il va Elliot ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Toujours content d'être là pendant les vacances et c'est un plaisir. Et vous avez vu, on a un nouveau petit jingle en fond avec Elliot qui est en train de le tester d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on... Très doux à l'oreille. Hein. Exactement, donc on va profiter de tout ça. Vous l'aurez tout au long de la saison, c'est le nouveau de cette saison bien sûr. Mehdi va arriver comme on vous l'a dit, messieurs, et nous au programme on a encore une très très belle émission avec les actus du club, avec un peu de mercato, les matchs amicaux des jeunes et des féminines, le débrief de la dernière journée de Ligue 1 entre Toulouse et Lorient. Ensuite on fera une petite preview Nantes TFC avec Mathis Bautré de la tribune nantaise qui nous fera le plaisir d'être avec nous. Et on finira par un petit quiz si on a le temps. On l'a préparé, si on le fait, on le fait. Si on le fait pas, c'est pas grave. Vous en avez l'habitude. Voilà pour cette émission. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag FDM sur nos pages F2M Foot sur Twitter, sur le Facebook Live. Vincent, ici à mes côtés, répondra à tous vos commentaires et toutes vos analyses, ainsi que sur la page de Radio Occitanie aussi, mais surtout ce soir, n'hésitez pas à nous appeler, et comme toutes les émissions d'ailleurs, au 05 61 80 40 40 pour réagir sur le débrief du match. Le standard sera ouvert, Elliot vous accueillera avec sa douce petite voix et vous enverra dans le studio pour qu'on puissiez réagir avec nous sur ce match entre Toulouse et Lorient. Voilà les gars pour la présentation de cette 7e émission. On attend avec grande impatience Mehdi qui va pas tarder à arriver et c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer avec cette émission pour une petite news mercato, et c'est pas l'annonce de la prolongation de VDB ou de Spearings ou de Dupé ou de Dessler ou bien d'autres, mais c'est le départ de Samuel Kassongo, messieurs. Et oui, il s'en va à l'AS Bellinzona, et je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite recherche parce que je ne sais absolument pas où se trouvait ce club, et ça vient de... En Italie ? Non. C'est de la Challenge League en Suisse, équivalent à la deuxième division suisse. Donc voilà, ça fait déjà 2 ans qu'il est prêté, si j'ai pas de bêtises, Samuel. Il quitte le club, bon, il n'aura pas marqué les esprits, peut-être qu'on le reverra dans notre championnat. Il est suisse en tout cas, il était international espoir, U19 suisse. Il retrouve la D2 là-bas, bonne continuation à lui. Ouais, le bon choix, il n'a jamais eu de temps de jeu, on va dire c'est bouché au milieu aussi. Donc pour lui, je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour avoir du temps de jeu. Ouais, il pourra taper dans l'œil de Casa peut-être là-bas en Suisse. C'est moche. C'est très très moche. La petite news qui nous a beaucoup embêté lundi, même si on avait déjà vu quelques prémices dimanche, c'est Ricili, messieurs, qui s'est blessé au ligament croisé avec une opération prévue vendredi. Ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle de la semaine. Nathan, la blessure de Rice, qu'est-ce que ça t'évoque ? Je suis déjà très triste pour lui parce que il y avait beaucoup de questions par rapport à lui sur la saison. Il était sur le départ et puis on l'avait vu à 3, il était toujours hargneux, il était toujours là pour marquer son petit but. Donc ouais, forcément très très triste pour lui. Moi ça veut dire qu'il va rester cette saison, mais ça risque d'être assez long. Peut-être il aura peut-être pas de temps de jeu jusqu'à peut-être mai, voire la saison prochaine. Il est en fin de contrat, Rice, attention. Ouais. Donc à voir pour lui le futur, comment ça va s'articuler. En plus c'est l'âge je prends en compte, c'est quand même mauvais âge pour se faire les croisés. Il a 27 ans, il était sur la période ascendante. Donc faut lui souhaiter un bon rétablissement. On va espérer qu'il va nous revenir au plus vite. Et voilà. Après ça pose des soucis. Bon, nous en attaque, mais ça c'est secondaire. Il faut vraiment penser à lui. Et on espère qu'il va vite se remettre. Vincent, qu'est-ce que ça t'évoque cette blessure ? Ça fait chier pour parler mal.
Quand on l'a vu en virage en fin de match prendre le pet déjà, et quand il est tombé, on sentait que c'était pas le type qui essayait de simuler pour qu'il y ait un appel à la VAR ou quoi. On sentait qu'il avait mal. Il s'est relevé, il est retombé. Il y a un chant des Indians qui est parti. Il s'est retourné, il a fait un petit signe. Et 3 mètres après, il se rassoit. Il y a En fin de match aussi, il est resté, souvent. Du coup, les soigneurs sont vite arrivés et il a regagné direct les vestiaires. Ça sentait quand même la tuile, quoi. Parce que le match est fini, il n'y a plus d'enjeu, il aurait pu repartir tranquillement. C'est qu'il n'avait pas la capacité de repartir, donc ça sentait vraiment le danger. Puis comme tu dis, là, avec l'âge, il faut espérer qu'il puisse revenir à ce niveau-là. Surtout quand on fait le bilan, il y a 3 ans, il était en 3e division anglaise et là, il marque en 1re division française. Donc c'est un sacré montée en gamme. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir. L'arrivée en direct de Mehdi qui va venir s'installer avec nous dans le studio. Il vient s'installer à côté de Nathan. Il va prendre le casque et le micro. Mehdi toujours à l'heure de Toulousaine, hein, bien sûr, avec le petit quart d'heure. 2 minutes, il faut que je passe par les vestiaires. Donc il va arriver. Messieurs, cette blessure, elle fait mal, bien sûr, au moral de l'équipe, au club, parce que c'est un joueur qui est très apprécié aussi par tout le club, par tous les supporters. Mais surtout, est-ce que pour vous, ça va chambouler un peu le mercato, dans le sens où, tout simplement, Riss devait peut-être potentiellement partir, donc il y avait forcément peut-être un aspect financier qui allait rentrer, enfin des sous qui allaient rentrer dans les caisses du club. Là, pour le moment, pour le coup, on ne pourra pas le vendre. Il est en fin de contrat, donc déjà, que faire de lui ? Est-ce qu'on le prolonge ? Est-ce qu'on ne le prolonge pas ? Et surtout, est-ce que pour vous, il vous faut peut-être un autre attaquant pour suppléer Dalinga, ou alors Ado Begraoui fera l'affaire pour cette saison ? Je pense que ça avait rabattu un peu les cartes quand il avait inscrit son but à 3. Après, en attaque, je pense qu'on est complet, hein. C'est-à-dire on a quand même Dalinga et Onaïwu pour occuper ce poste de 9. On a Abouklal aussi qui peut jouer axial. Pour moi, c'est pas l'urgence. Le poste, pour moi, d'attaque, on est vraiment blindé. Voilà. On était à l'abri même d'une blessure. Malheureusement, ça arrive à Riss. Mais voilà. Et toi, tu le prolonges ou pas ? Riss ? Ouais. Là, c'est compliqué par rapport à la situation actuelle. Mais moi, c'est un mec que j'ai toujours apprécié. Voilà. Il était un peu décrié par rapport à sa technique. Mais je veux dire, même quand il est rentré ou face à 3, tu vois vraiment un bulldog sur le terrain. Il a faim de ballon. Il a envie de se battre pour le maillot. Donc rien que pour ça, et en plus de ça, je veux dire, il a marqué 20 buts en Ligue 2, 15 la saison d'avant. Donc oui, forcément, tu as envie d'avoir un joueur comme ça dans ton effectif. Après, pour moi, l'urgence, ça reste quand même au poste de latéral droit. Avec voilà. Dessler, on sent qu'il est. Très belle transition, parce qu'on est à 10 jours de la fin du mercato. Pour toi, quel est le poste prioritaire ? Ce serait le latéral droit. Ouais, latéral droit, peut-être un milieu supplémentaire pour apporter un autre profil un peu plus percutant au milieu, un peu comme on avait parlé de Rassoul Ndiaye aussi. Mais sinon, latéral droit, ouais, parce que Dessler, on l'a senti quand même beaucoup fatigué. Je crois qu'il a fait un match, pas cata, mais on en parlera après, mais on le sent vachement émoussé. Keben à droite, ça peut faire le taf, mais c'est pas son poste. Donc oui, si on n'a pas envie qu'on en ait un deuxième qui se pète. Donc toi, la priorité latéral. Un latéral défenseur, un défenseur qui peut jouer latéral ou. Pour moi, à la limite, en bonus, si on peut avoir un milieu style Rassoul Ndiaye, comme on en a parlé, pour apporter un peu plus de profondeur. Un joueur qui percute au milieu, qui puisse. Voilà. Pour moi, ce serait vraiment l'urgence des deux. Mehdi, bienvenue déjà, bonjour à toi. Oui. Si vous sentez une odeur, c'est normal. J'ai fait du scooter toute la journée, ça pue des pieds, je me suis foutu en tête. Voilà, s'il y en a un ou deux qui tombent, c'est normal. On pourrait changer de place avec toi. J'aime bien animer les réseaux. Il est très proche en plus de Mehdi. Mehdi, toi pour le mercato, c'est quoi ton poste prioritaire ? Nathan nous parlait d'un latéral ou d'un défenseur, voire un milieu. J'ai une doubleur à Dessler pour le soulager et une doubleur à Spearings pour le soulager aussi. Voilà, c'est tout. Après, s'il y a ça, on peut toujours améliorer les choses. Hein. Ça, je le pense. Mais bon, si avant la fin du mercato, donc il y a ces 2 postes-là qui sont renforcés, on pourra dire que le travail a été fait. Voilà, le job du club aura été fait. Et juste sur Riss, ils sont obligés de le prolonger. Moi, je te rejoins. Au moins une année pour qu'il se remette, quoi. Il va en difficulté qui va vouloir de lui la saison prochaine, quoi. Non mais tu le prolonges une année, tu le refais venir un peu et puis voilà. Non mais c'est vrai. Alors, latéral droit, je vous rejoins, après je t'interroge Vincent, mais pour moi la vraie priorité c'est le milieu de terrain, parce que je pense que dans la logique de Montagnier du club, Keben peut, je dis pas que c'est forcément bien, mais Keben peut jouer à droite, peut jouer dans l'axe. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais il peut, et dans la tête de Montagnier c'est un peu le cas. Par contre, au milieu de terrain, je trouve qu'il y a un vrai manque.
Shaibi, c'est très bien, c'est la petite révélation de la préparation, super et très très bon jeu, j'ai hâte de le revoir jouer. Genro, il y a du boulot. Skita, on l'a toujours pas vu, et même si, merci Vincent, même si ça reste voilà, on l'a toujours pas vu. Il manque un mec. Spearings va louper des matchs, il prendra encore ses cartons jaunes, voilà, ses suspensions. VDB, ça reste VDB, mais on sait même pas c'est peut-être qu'il va partir ou pas, on sait pas. Et Dayagureux, fragile physiquement. Il faut un mec qui puisse tourner dans cette rotation. Enfin, pour moi, la priorité, c'est vraiment un milieu de terrain avant un latéral. Même si les deux, c'est très très bien. Mais c'est même pas une rotation, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une rotation, ça avait Spearings 1-6. On l'a fait par séquence l'année dernière, on voit que ça tournait à chaque fois moins bien. Ouais, mais si Shaibi est là, je suis pas sûr qu'on joue en 4-3-3. On a beaucoup joué en 4-2-3-1, 4-4-2, tu vois. Donc, même à deux, tu mets Van Den Boomen et Dayagureux, pour trouver le récupérateur dans les deux, c'est compliqué. Ouais, il t'en faut un autre. Ils sont quand même beaucoup plus offensifs avec la création du jeu, par des styles différents tous les deux, mais il manquera un profil à la Spearings, ça c'est sûr, ou un mec au moins adaptable. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. On avait fait un petit sondage cet après-midi sur le Twitter de la feuille de match par rapport à l'absence de Ilé. Fallait-il le recruter pour pallier à l'absence? Donc 56% pensent que oui, il faut pallier l'absence d'Ilé en recrutant pour la rotation. 12% pensent qu'il faudrait prendre un potentiel titulaire. Et pour 31%, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Mais moi, oui, c'est le moins inquiétant, offensivement. Si, et par rapport au mercato en général, sur Facebook Live, on a plusieurs réactions. Pour Bernard, il faut recruter parce que Ado n'a pas le niveau. Il faut le prolonger, parlant de Ilé. Et lui a intérêt à une prolongation aussi. Il ajoute aussi qu'on a vendu Diakité, donc il faut 2 latéraux, un milieu pour doubler Spearing et un avant-centre, donc 4 joueurs pour lui. Pour Fred, il faut un milieu avec de l'abattage et une doublure pour Dessler. Et enfin Amaury, qui ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Je vous épargne tous les commentaires à la con, bien sûr. Je pense aussi qu'il faut un latéral de plus et un vrai milieu récupérateur solide pour tenir le score, parce qu'il y en a marre d'être perdu dès qu'on mène au score, parce qu'on ne sait pas défendre et qu'on ne veut plus attaquer. Alors ça c'est, il faut oublier. Pour Amaury ou pas? Juste, il y a encore une interview de Comolli aujourd'hui. Oublier le verrouillage. On va jouer au foot. Alors il y a de l'exigence, effectivement, on veut toujours gagner les matchs, mais on va jouer. On va y revenir après. D'ailleurs, il est en retard, il te nique le programme? Non, absolument pas. D'ailleurs, l'interview de Comolli, on peut en toucher quelques mots rapidement, mais déjà, allez la lire. C'est sur Actu Toulouse. Moi, je trouve qu'elle est très bonne. Elle est toujours dans la lignée fait par un de mes anciens collègues de promotion, Thibaut Calatayud, que je salue. Qu'on embrasse. Qui était sûrement d'ailleurs un des meilleurs de la promo. Ouais. Oh putain, ça. Waouh. Ah ouais, pour que Mehdi dise ça, c'est que. Voir le meilleur, ouais. Alors, il vient de commenter, le mordu, le mec qui voulait faire ça. Mais en tout cas, l'interview est très bonne, je trouve. Et bon, Comolli fait du Comolli, il a sur son discours bien léché. Mais si tu entre la ligne, t'apprends encore quand même certaines choses. Enfin, moi, je l'ai trouvé très intéressante et très complète, en tout cas. En parlant de bien léché, bravo Mehdi. Putain, j'ai essayé de pas faire de blagues, même si j'en ai au moins 6 ou 7 qui me sont passés par la tête. Mais je vois que certains se lâchent depuis qu'ils sont plus à l'animation. Messieurs, on va enchaîner du coup avec la prépa des jeunes et des féminines. Avec la N3 qui a fait une petite... alors déjà, avant qu'on parle des résultats, je fais un gros coucou à Garona31, le compte Twitter, qui a des super infos sur tous les jeunes et qui à chaque fois nous permet d'avoir toutes ces informations. Donc déjà, premièrement, merci à lui. Et ensuite, les résultats, donc 3-2 face à Libourne avec un doublé de Québec pour la N3, donc une défaite. Le prochain match, ce sera dimanche avec la réception de Montpellier à 15h au Stadium. C'est le premier match de la saison de N3. Et à noter que Gaël Ramad, messieurs, qui avait signé à l'US Orléans, qui était capitaine de l'NR, revient avec la N3 au TFC. Ce sera le seul 2002 qui n'a pas de contrat pro. Et pour le coup, là, on a un vrai petit 6 à l'ancienne. Alors après, niveau N3, certes. Mais moi j'aime beaucoup ce joueur, pour l'avoir vu plusieurs fois jouer, c'est intéressant, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, il revient avec la N3, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos Toulousains. Les U17 ont fait une victoire 4-0, les U19 et les U16, j'ai pas vu les informations, donc on va pas les dire tout simplement, ils ont peut-être sûrement dû jouer. Les féminines, elles jouent dimanche à 15h du côté de Libourne, un match contre le CO Football, club de D2 de La Roche-sur-Yon, qui évolue dans la poule nord du coup de deuxième division, donc au même niveau que nos Toulousaines. Elles sont habituées à ce championnat, elles ont évolué en D1 jusqu'à dans les années 2000, donc ça reste un bon petit club habitué au haut niveau. Ce sera un bon test pour nos féminines, parce qu'elles ont pris d'ailleurs un petit 4-1. Sur ce match, pardon, qu'ils ont pris les 4-1.
sur ce match, en plus au 4 parce que c'était dimanche 15h, pardon, excuse-moi. Et avec un but de Pauline Pardon, tiens, excellent, bien exprès, à la 41e. Du coup, 4 buts à 1 pour nos féminines. Le championnat reprend début septembre, mi-septembre. Ouais. J'ai plus la date exacte en tête. C'est quand même un bon test parce que du coup c'est quand même le premier match face à une équipe du notre poule, parce qu'il y a eu la victoire contre Albi, qui est une équipe rodée de la poule sud, donc c'est aussi intéressant de se confronter là à l'opposition nord-sud, où en général ce qu'on dit nord-sud, La Roche-sur-Yon, tu m'excuseras, c'est pas vraiment le nord, on dit c'est la poule nord, mais dis pas que c'est le nord. Est-ce que c'est aussi Montauban? Oui. Alors c'est le nord, voilà, rien à ajouter. On enchaîne. Les U19, elles ont gagné 2-1 face à Bordeaux à Agen, et on a surtout la bonne petite nouvelle, puisque Clara Coudon était sélectionnée avec les U19 et sera au rassemblement à Clairefontaine. Donc félicitations à elle, ça fait toujours plaisir de voir des Français ou des Françaises en équipe de France de Toulouse. Ouais, pour la prépa se terminera par un amical contre le Japon le 31 août. Ouais, bon, exactement. Donc voilà, on a fait le tour de tout le monde, on est au complet. On essaiera, on vous donne rendez-vous dimanche à 15h au Stadium pour ceux qui veulent aller voir la N3 jouer leur premier match face à Montpellier sur un derby de l'Occitanie, j'ai envie de dire. Oui, Vincent, Ouais, on a en direct sur Facebook Live, alors H Toto, si je le lis bien, qui nous annonce du coup le score des U19 qu'on n'avait pas, puisque c'est une victoire 2-1 pour le premier match championnat. Alors j'ai pas l'adversaire, je pense qu'il va me l'écrire, mais c'est but de Giacomo Pérez, qui a marqué quand même pas mal de buts cette préparation, et de Noah Edjouma. Merci à lui pour cette complément d'information. 5 ancien U17, Écoute, champion de France. Contre Blagnac. Edjouma, pas Pérez. Pérez, il était déjà U19 l'année dernière, c'était une première année. Et c'était contre Blagnac le match. Merci à toi, H Toto. On va enchaîner, messieurs. On va passer au retour face à Lorient. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir sur ce match. Donc, je répète le numéro 05 61 80 40 40 05 non, ça c'est celui de Vincent. 80 40 40. Vous nous appelez, Elliot vous réceptionne au standard pour réagir avec nous sur ce match TFC Lorient. Nous, on va débriefer tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Ouais, c'est vrai qu'il c'est plus un enfant. Il nous a beaucoup manqué d'ailleurs samedi. Ah, je crois que je parlais d'Elliot parce que franchement, si quand même. Il est pas prêt pour la Ligue 1, Elliot. Allez les gars, TFC Lorient, c'était dimanche 15h au Stadium. C'était la 3e journée du championnat et la compo pour nous Toulousains, c'était Dupé. La surprise, Moussa Diarra à gauche parce que Sagassi là s'était blessé. Roux, Nicolas Sen, Dessler, Spirins, VDB, Deyegereux avec Shaibi absent d'ailleurs pour cause d'apadicite. Ratao, Aboukal, Dalinga, Ngoumou du coup absent. Ceux qui sont rentrés sur le match, Keben, Genro, Ado et Ilé. Dans ce match, écoute, on a pris une espèce de grosse clim au bout d'1 minute 06 avec un super coup franc de Lorienté qui mène 1-0. Du coup, les Lorientais mène rapidement au score. On lâche pas, on fait 20 bonnes premières minutes avec 3 occasions dans le premier quart d'heure. On a assez dominé, mais beaucoup de déchets dans la dernière passe. Après la pause fraîcheur, le TEF subit un peu plus avec un bloc un peu plus bas, moins de ballons récupérés, moins de maîtrise technique, aussi des mauvaises relances et beaucoup d'occasions bretonnes. Mais il suffira d'une super parade de Maxime Dupé, d'une relance très rapide sur Ratao qui va dribbler, remonter le terrain et dribbler 1-2 joueurs pour lancer côté gauche Aboukal qui va éliminer son vis-à-vis puis se louper totalement avec un tacle. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il fait ça, le défenseur lorientais, mais qui se transforme en passe décisive pour Ratao qui n'a plus qu'à la louper au fond. À mettre au fond, pardon. Je l'aime vraiment pas. Non, attends, je te mets dans mes tops. Du coup, ça fait 1 partout. On rentre à la mi-temps, 1-1. On se dit que c'est quand même bien. Comment dire. T'as oublié le penalty, non? Attends, tu l'as dit. Le penalty en première mi-temps, c'est vrai que Dupé arrête un péno en première mi-temps aussi. C'était entre le premier et le deuxième voyage à la buvette. Bon, si tu es un petit peu... C'était vers la 40e minute, ouais. Ensuite, à la 55e, corner de VDB, Dalinga à la tête avec une belle parade de Mvogo, je sais plus, la Suisse, voilà, merci. Ensuite, on va marquer le 2-1 de notre côté avec un super coup franc de Vandem Boumen, une très belle parade. Deyegereux reprend, encore un beau cafouillage et Dalinga qui va la pousser au fond. Il sort juste après. Et après, on a Ado qui met la poitrine au lieu de mettre le pied. On ne sait pas trop pourquoi. Bibichi veut décager. Il prend aussi le pied de Lorienté. Alors, pour l'avoir revu plusieurs fois, je comprends pas trop. Voilà, on va en discuter. Péno, deuxième but, c'est transformé. Ça fait 2-2.
messieurs, c'est un bon point pris de la part de nos Toulousains ou on perd 2 points. Quelle est votre réaction sur ce match un peu brouillon quand même de nos Violets? Vu le résultat, on va dire, c'est quand même logique par rapport à Lorient, surtout en première mi-temps, qui a été vachement présent. Le milieu, là, Bergel, Le Fay et Le Brice, qui nous a bien bloqué au milieu. Ils ont eu les occasions qu'il fallait. On a senti qu'il manquait d'impact au milieu. En 2-3 passes, il se retrouvait devant notre défense, notamment justement quand Dupé sort la parade là, ça circulait vachement bien du côté de Lorient. Et puis voilà, il y a toujours ce regret, comme contre Nice, de mener à 10 minutes de la fin et de laisser passer les 3 points. Mais au final, on a quand même on a fait la part des choses, même si c'était assez compliqué dans l'ensemble. Quand j'ai revu, pareil, les images, il y en a qui disaient qu'on était chanceux de ne pas avoir perdu. Bon, je pense que c'était quand même... je suis pas d'accord. Oui, c'était quand même assez... je pense, équilibré. Lorient a eu sa période, nous aussi. On a eu du mouvement. Des occasions franches, Lorient, ils n'en ont pas eu des masses non plus. C'était une équipe... en fait, j'avais du mal à me positionner par rapport à Lorient. C'était une équipe que j'imaginais... à la lutte pour le maintien un petit peu, que je mettais au même échelon que Ajaccio, Clermont, alors qu'il y a une vraie base de jeu chez eux. Il y a des vrais bons joueurs de foot. S'ils gardent le même effectif, là pour moi ça finit 9-12. En fait, c'est typiquement le genre d'équipe équipe ventre mou qui peut nous embêter. Donc je suis quand même assez satisfait qu'on n'ait pas perdu, qu'on ait fait du jeu aussi. Pour moi, c'est logique, le 2-2. Mehdi ? Équipe ventre mou, Ligue 1 moderne. C'est-à-dire avant, l'équipe ventre mou, elle était casse-couille, chiante, machin, etc. Lorient, c'était casse-couille chiant, mais c'était casse-couille chiant parce qu'ils nous ont imposé un défi technique par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est une équipe qui tient le ballon. Sur les 2 premiers matchs, on avait tenu le ballon. Et bien là, Lorient a équilibré les débats. Je n'ai même pas la stat de la possession de balle. Mais c'est très équilibré, c'est du 53-47, un bail comme ça. Enfin, je dire exactement, mais c'est pas ouf. Ils nous ont imposé des séquences avec leur milieu technique que tu as cité, les 3 joueurs. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Mais sans qu'on soit non plus totalement dépassé, etc. Moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est un point correct dans l'année. Je pense que c'est pas forcément un match qu'on retiendra. 52 pour nous, 48 pour eux. Oui, voilà. Mais écoute, sûrement en fin de match, on a repris un petit peu, mais bon, bref. Donc c'est un nul très logique, équilibré. Alors on a tendance à se dire que, je pense, tout le monde là contre Lorient, on a galéré, final, etc. Mais c'est surtout l'impression des 2 pénaux qui nous foutent dans le sac, parce que quand tu subis 2 pénaux, tu retiens beaucoup tout ça, quoi. Dupé qui a fait une parade aussi, donc ça tu le retiens. Qui part du bon côté sur le deuxième d'ailleurs aussi. Part du bon côté sur les 2 et sur le premier. Alors j'ai presque envie de dire. Très matière le premier. Très matière. Oui, et j'ai presque envie de dire, Dupé part du mauvais côté. Parce que quand un gaucher tire, en général, il croise. Ouais. Là, il ne le croise pas. En tant que gaucher, je suis pas d'accord. Dans les statistiques, pardon. Monsieur Comolli est avec nous ce soir, bonsoir. Non, mais par contre, je rigole pas, c'est les études qui ont été sorties, mais un gaucher a tendance à croiser. Ouais. Et ça, c'est parce que dans le virage, je lui ai dit va là-bas et du coup il m'a écouté. C'est ça. Donc, mais bon, bref, il part des deux côtés. Sur la relance qu'il fait sur le penalty, il dira le ballon part pas du bon côté, par contre. C'est pas le plus fautif sur le penalty. Ouais. Il y a débat. Ouais. J'ai revu plusieurs fois l'action. Ouais, je suis d'accord. C'est lui qui demande, c'est Van de Bomen qui va demander le ballon. On s'est tous extasiés sur la relance. Non, mais on s'est tous extasiés sur la relance rapide de Ratao. Il veut faire exactement la même chose, Dupé, et sauf que là, Van de Bomen loupe son bas, parce que Van de Bomen très fautif. De la façon dont on joue au foot, c'est des choses qui vont peut-être arriver dans l'année. Oui. Ça va gueuler. Ah là là, on fait des conneries, on fait des erreurs. On a un jeu à risque. On va faire des conneries, mais on va jouer au foot. Voilà. Si vous voulez vous taper des 0-0, des trucs bien serrés, et va pas avoir des relances comme ça, et bien regardez-vous des cassettes d'il y a 10 ans et puis voilà quoi. Mais voilà, on va pas se faire chier, on le sait, il va y avoir des conneries, on les prend. Je voudrais remercier Mehdi pour ce jet obscène qui du coup fera que la vidéo sera démonétisée. Oui, pardon. Non, je rigole, on n'a pas payé. N'hésitez pas à appeler si vous voulez réagir du coup, donc au 05 61 80 40 40 si vous voulez répondre à Mehdi. Mais moi je te rejoins entièrement, Mehdi. C'est un peu le coup de gueule que je voulais passer, c'est que je me suis refait le match à tête reposée et du coup à jeun hier. On va pas se mentir.
mentir. On va être honnête. J'ai trouvé qu'on n'était pas si cata. On fait 20 très bonnes premières minutes malgré le but qu'on prend. Alors il y en a qui disent que Dupé est fautif. J'aimerais bien les voir au cage tous ces mecs qui disent que Dupé est fautif parce que la balle elle part très très vite. Non, mais c'est n'importe quoi. Et au bout d'une minute, oui, elle est sur lui, certes, mais elle est fautif. Elle est très très belle. Il est fautif de pas s'appeler Thibaut Courtois ou Manuel Neuer. Voilà. Allez, si tu veux. Ça, oui. Ça, je te rejoins. Et après, pendant 20 minutes, on domine un peu les débats. Mais ce qui m'a vraiment marqué sur la rediff, c'est cette dernière passe. On a beaucoup de déchets dans la dernière passe. On veut trop faire. On veut trop en faire, j'ai l'impression. On n'est pas assez tueurs. On veut trop faire le beau petit jeu, la petite passe qui va bien, le truc qui va. Du match à Bouclal. À Bouclal, c'était un joueur assez offensif. Tu vas te mettre dans la poche. Non, mais je dis juste. Non, parce qu'il va être trop gentil. Non, balle au pied, je trouve qu'il a été intéressant. Mais il a rien fait. Si, il a tenté. Oui, il a beaucoup de déchets. À droite, il a tenté 2-3 trucs. Non, il est incapable de dribbler. Il a galéré à dribbler, quoi. Oui, mais il a beaucoup de déchets sur ce match, mais tu peux pas dire qu'il a rien tenté. Je parle que de ces matchs-là. Moi, s'il faut à Bouclal, dans 6 mois, je lui fais des bisous partout. Mais là, actuellement, nous, on regarde pas. Non, mais il est pas prêt, quoi. Quand tu vois Ratao, la forme physique qu'il a, alors même Ngoumou qui est brouillon quand il a joué, pour moi il est derrière. Dès qu'il y a un peu d'adversité, comme on l'a eu sur le match face à Nice ou contre Lorient, on sent qu'il est un peu plus en difficulté. Le 3, c'était vraiment, je veux dire, il y avait rien en face. Il y avait aucune adversité en face et il passait comme il voulait sur son côté. Donc oui, je trouve que en fait, il peut avoir du ballon dès qu'il a le ballon en sa possession. Je trouve facilement il amène assez, mais après voilà, il est toujours décevant sur le repli. Sur les appels aussi, je le trouve peu. Oh non, peu dur. Ouais. Il a fait énormément d'appels. Il est très généreux. Non, il est très généreux. Intelligent là-dessus. Ouais, non, il est très généreux. Là, je te trouve très dur, Nathan. J'étais peut-être un peu souvent aussi. Non, mais moi, ce que je note, c'est qu'il le fait jouer à gauche depuis le début. Les 10 meilleures ou 15 meilleures minutes qu'il fait, c'est à droite. D'ailleurs, il ne doit pas finir le match. Pourquoi c'est Ratao qui sort alors qu'il est meilleur que lui? Ça, moi, je l'ai noté dans mon truc. J'ai été très surpris de le voir sortir lui. En plus, pour faire entrer Ado à un poste où il ne devrait pas jouer. Et pardon. On est d'accord. Oui. Sur le terrain, tu veux dire? Non, on n'est pas d'accord. Là. Non, 9 Ado, ça fera le taf. Il n'est pas mort, quoi. Peut-être que dans 3 mois on changera d'avis, on dira il est nul, mais là actuellement on peut pas dire ça, c'est pas possible. Mais ouais, à Bouclal, c'est con parce que Ratao a joué à droite, d'habitude il joue à gauche, et à Bouclal on a l'impression qu'il est sur les 20 minutes qu'il faisait, il est meilleur à droite, donc autant inverser, quoi, parce que ça a un petit peu manqué. Moi je trouve que dans le jeu qu'on produit, alors nos ailiers font certaines choses, mais je pense qu'on peut encore faire mieux là-dessus dans la percussion. Et tu vois, on a discuté en off, je disais que les deux avaient inversé, et c'est vrai qu'ils l'ont pas fait assez, ils l'avaient peut-être plus fait sur les matchs précédents. Les matchs d'avant, les matchs d'avant, ils ont beaucoup plus inversé. Ouais. Et je pense que ça peut être une vraie phase, parce que Ratao aussi est très bon à gauche quand il joue à gauche. Donc, Vincent, des réactions? Ouais, pas mal de réactions. Juste une petite anecdote personnelle, c'est que là, du coup, j'ai le Facebook Live, je vois la vidéo, et du coup, comme j'ai coupé le son, je vois les sous-titres. Et il y a beaucoup d'Astérix qui censurent des gros mots. Et ça me fait beaucoup rire parce que je vois qu'il y a le retour de Mehdi, il y a le côté gersois, terroir, sud-ouest là. Et voilà, juste ça. Beaucoup de réactions sur ce match pour Johan. Vu la physionomie du match, c'est un bon point. On aurait pu le perdre. Pour Bernard, c'est un point de gagné, mais ce match peut être aussi une victoire comme une défaite. Dans le jeu, on a eu plus d'occasions que les Lorientais pour lui. Pour Romain, score logique. Je trouve parfois que les joueurs se font prendre de vitesse. Après, Lorient a battu Rennes à la première journée. Lorient embêtera plus d'une équipe. Pour Amaury, du coup, bon, une petite blague. Les pénaux, c'est le feu de jeu important du match. Voilà, il fallait suivre la composition lorientaise. Vous l'avez pas? Ah oui, le fait, Enzo le fait, c'est bon, on a compris. Alors, on perd encore des points tactiquement. On fait n'importe quoi quand on mène au super score. Joueur d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut bétonner, mais il y a des façons plus intelligentes de gérer tout en continuant d'attaquer que de couper l'équipe en deux. On attaque, mais aussi mal qu'on défend. Pour Fred, aucun gardien de Ligue 2 n'aurait sorti le coup franc de Van Bomen sur le but. Oui, et 15 ou 16 gardiens de Ligue 1 ne l'auraient pas fait non plus. Et il ajoute sur d'ailleurs Fred que quand l'homme du match est le gardien, ce n'est pas très bon signe. Si je vous dis que si Spearings fait un mauvais match, c'est aussi dû peut-être à notre non-match. Vous êtes d'accord ou pas? On l'a discuté sur le groupe. On a l'impression, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le baromètre de l'équipe. Ce mec-là, sans être fantastique, sans être exceptionnel, il est essentiel. Et quand il est bon, on est bon. Quand il est pas bon, on est moins bon. Non plus, hein. C'est pas du 100% ce genre de choses. Mais je veux dire, c'est quand mais même. tu le ressens vite c'est quand même une constante, quoi. C'est même pas ni Van Den Boomen, qui joue pas depuis le début de saison, mais c'est Spearings, le joueur presque le plus important, quoi. Ouais, je te rejoins. Après, moi j'ai trouvé ça intéressant. Parce que Van Den Boomen, hier, il est pas.
Il est Oui, pas il fait son mauvais. match. Il fait son match, il fait- Pas mauvais, pas bon. Il a un peu de déchets dans les 25 derniers mètres qu'il avait pas, Il mais a il tire bien beaucoup les de coups de pied déchets. arrêtés, les transversales sont plutôt bonnes. Mais bon, voilà, lui il fait son match, mais on n'est pas non plus fifou. Quoi. Mais c'est Spearings par contre qui était en dessous, et là du coup on n'est pas bon. On a en première mi-temps aussi beaucoup de ballons récupérés très haut. Alors, j'ai pas la stat, mais moi ça m'a marqué sur la rediff, et j'avais déjà remarqué ça déjà aussi face à Nice. Mais on a un bloc quand même de équipe qui est très très haut, avec des ballons qu'on récupère très haut chez eux, mais que je trouve qu'on a très mal exploité. Que j'en reviens à mon fameux déchet technique de tout à l'heure. C'est un pressing Il y a- agressif. Ouais, et c'est très intéressant, mais sauf qu'après je trouve qu'on n'est pas assez tueur. Et là je vais en venir à Dalinga, parce que Dalinga au stadium, mon impression c'était en mode je l'ai pas vu du match, et quand je l'ai re-regardé, j'ai essayé de le regarder un peu plus de près, et en fait on se rend compte qu'il est très peu servi. Il fait beaucoup d'appels, beaucoup de choses, très peu servi, et quand il est servi, il vient, c'est pour jouer en pivot, en Il joue remise, simple. et c'est très intelligent. Ah ben Dalinga, C'est alors, très- mais il foire plein de passes, parce qu'en fait il est tout à une ligne de touche, donc forcément il y a plus de risques, c'est au risque. Ouais, mais c'est pour accélérer le jeu, donc Oui, c'est intéressant, c'est ça. c'est Il garde c'est beaucoup bien. moins le ballon en fait que Ricili. Mais tu le vois, il C'est est différent, beaucoup frustré en première c'est mi-temps. différent, mais- En première mi-temps, il est très frustré parce qu'il a nombre de fois, ou à bout de poil d'ailleurs, le sert pas, ou qui fait des appels, parce qu'il est toujours très à la limite. Je sais pas si vous essayez de regarder, il se met toujours hors jeu et il revient sur des appels en banane qu'on appelle, pour essayer de revenir dans le sens du jeu. Mais c'est très intéressant. Après, écoute, le mec, on lui demande de marquer, il a marqué, donc en transparent, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a, quand on va trouver cette affinité, cette complémentarité avec nos attaquants et Dalinga, offensivement, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. On ne montrera plus qu'on ait des latéraux qui soient efficaces et meilleurs que dimanche. Il Plutôt connaît des latéraux, parce que là clairement Dessler, il essaye de faire le job, il fait tout ce qu'il peut. Mais Il a été dépassé sur ce match, ça arrive. Il se retrouve court, oui, mais sans être mauvais. Exactement. Encore une fois, Il fait parce ça, que moi, il est correct, il n'y a pas beaucoup de matchs où Correct. Dessler est mauvais. Et puis à gauche, tu joues avec un joueur qui n'a pas joué là, donc qui dépanne. Et d'ailleurs, beaucoup lui sont tombés dessus sur Diarra. Comme quoi il aurait fait un mauvais match. Bon, certes, c'est pas son poste, ça n'a pas été le meilleur non plus, mais il a fait son match, il n'a pas été catastrophique. Offensivement, il a apporté. Il est fautif sur le péno, on va dire à demi-fautif, puisque c'est plus Van Den Boven qui le met en difficulté. Donc, ouais, Offensivement, il y a des grosses erreurs, des grosses lacunes techniques parce que c'est pas son poste. Il n'a Ouais. pas d'habitude de se retrouver là. Après, mais il a apporté. Offensivement intéressant, Ouais, par il contre, a été plus intéressant que sur les matchs qu'il avait disputés auparavant. Donc je voulais juste rebondir sur ça parce que je trouvais que les gens étaient tombés dessus un peu gratuitement, alors que voilà, déjà C'est on le défendait quand il jouait pas à son poste. Oui. Donc, il a le mérite de faire un match correct aussi. C'est qu'on a un peu dans le nez aussi, c'est une cible facile, c'est au moment qu'on le voit qu'il est en dessous des autres, qui galère un peu, mais voilà, c'est dans un effectif, si tu avais 11 joueurs qui étaient excellents, tu serais premier, tu serais avec des champions. Il y a toujours des points faibles dans une équipe, et là actuellement on a un point faible. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas le pire match de sa carrière, et c'est pas non plus le pire joueur sur ce match-là. Non. D'autres réactions sur les réseaux par rapport... c'est Frédéric qui nous dit qu'on a eu trop de déchets techniques, mais offensivement... on est intéressant pour Fred par rapport à Dalinga. Pour l'instant, Dalinga, c'est 3 matchs de but. Pour un 9, on ne demande pas plus pour l'instant. Et on a fait un petit il n'a sondage. pas écouté ce que je lui ai dit sur le groupe. Ben non, parce qu'il le lit, il n'écoute pas. C'est vrai, c'est pas con. Il n'a pas Merci. lu. Il a pas lu. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, il n'a pas écouté ce que j'ai écrit. Ouais. Là, il est sur son portable en train de relire, à mon avis. Ils ont fait un apéro avec Camille. On avait posé une question sur Twitter sur la prestation du TFC. Vous a-t-elle inquiété? Donc pour 17%, pas du tout. Pour 56%, pardon, au niveau défensif, pour 17% au niveau du milieu et pour 8% au niveau offensif. T'as hein. un jeu prôné vers l'avant, et tu sais que tu vas prendre des buts et qu'il faudra en marquer un de plus que l'adversaire. C'est une équipe d'ailleurs qui jouait avec un jeu prôné vers l'avant. Ouais. Donc pour moi, c'est pas cata. Comme tu disais, Mehdi, ils vont en emmerder plus d'un, Lorient. Donc derrière, voilà, on fait. Voilà. Je trouve ça n'a pas été le match le plus cata. Et puis voilà, des points, on en perdra. Et puis. Messieurs, Et des points, on en gagnera, c'est ça? Et voilà, des points, on en gagne. Non, mais et l'important, c'est les 3 points. Messieurs, Elliot était au match. Non. Tu dis ici, il était au match. Il était même torse nu dans le virage. On a la preuve sur Amazon Prime. Non, c'est bon, n'en parle pas, ça m'attriste déjà assez. Bah écoute, apparemment, si tu montes l'image, tu vas avoir plein de followers après. On espère. Quel était ton ressenti toi, au stadium, Elliot? Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à nous? Qui c'est qui t'a marqué ou pas? Déjà la carte de Fred, merci à Fred pour c'est la carte. Non, mais... Bah si, c'est vrai, faut le dire. Merci à Fred. non, Tu l'as perdu, c'est ça, au stadium? il écoute pas là, Fred, on est d'accord. Fred va appeler. Si, il écoute là. Ah, non, plus sérieusement, c'était un match qui était quand même assez correct du TFC. C'était pas le plus grand match, mais c'était pas le match le plus faible, on va dire.
Le milieu de terrain était un peu en dessous de ce qu'il proposait depuis le début de la saison, ce qui fait qu'au niveau de la bataille du milieu de terrain, c'était un peu en dessous et les Lorientais passaient assez facilement en défense. Et non, sinon c'était un beau match. Des joueurs assez présents quand même physiquement, et puis ils ont encore on va dire beaucoup à prouver, mais ils sont déjà bien pour la Ligue 1. T'es inquiet pour la suite ou pas? Non, pas du tout, parce qu'ils ont quand même réalisé 3 beaux matchs. Espérons que ça dure quand même sur ce rythme, pardon. Mais sinon, non, pas du tout inquiet, plutôt content même des Bonne réponse, parce que tu m'as dit que t'étais inquiet. Moi, je t'aurais jamais filé la carte dans la saison. Il y en a qui le sont. Non, c'est Mais intéressant. qui Il y en a qui le sont. Qui joue 3 matchs alors Va que sur t'as Twitter, fait- ça va. Non, mais il faut pas. Oui. Ah, non, mais c'est pour ça. 4ème, là, putain, merde. Ah, non, c'est podium là. Et on va avoir gagné. Moi, je 7 pensais qu'on jouait le titre la semaine Ah, dernière. on n'est même pas qualifié pour Bon, bref. l'Europa League Conférence. Merde. Allez, Non, je suis assez d'accord avec Elliot et c'est bien de le souligner, c'est qu'on s'ennuie pas. Il y a aussi Romain qui dit en commentaire. On j'ai s'ennuie des pas commentaires. torse nu dans le virage, c'est On ça s'ennuie pas attention dans le virage, exactement. Si on prend des coups de soleil, c'est encore mieux. Et non, il y a du jeu. Même s'il y a plus du déchet, il y a du jeu. Il y a une volonté de faire quelque chose. Donc c'est pas toujours réussi, mais effectivement, ça s'ennuie pas. Moi, j'ai passé 90 minutes pleines et je pense que tu regardes le match en. plein, ouais. Il faut que je pèse mes mots. 90 minutes intenses avec des occasions dans tous les sens. Et c'est important. C'est important, oui. Si on peut allier jeu et points, ça sera que du bonus. Et quand on voit le tableau de communiqué qui est sorti ce matin sur Toulouse, il veut qu'on vive des émotions. Dimanche, on a vécu des émotions. Pas que positives, mais on a vécu des émotions. On avait un match, on a vu 4 buts, des coups francs, des machins, des belles choses, des choses moins réussies. C'est le nouveau TFC. Le TFC nouveau, ça va être ça. Il va falloir s'y faire. Depuis 3 ans. Voilà. Depuis qu'ils sont arrivés. C'est ce qui nous plaît, c'est ce qui fait qu'on fait 23 000 en plein mois d'août face à Lorient. Et ça, je pense qu'on peut se le noter parce que ça n'a pas dû arriver souvent. Donc c'est quand même à prendre aussi. Il y a d'autres matchs, il y en aura d'autres. Il se passera encore. 35. Il se passera encore plein de il se passera encore plein de 36 choses. avec la coupe au moins. On a encore le temps. On verra des buts la semaine prochaine, surtout, je pense. Ouais, bon, ça on va y venir après. Juste qu'on revienne un peu sur le penalty. Lequel? Le deuxième. Ado, cette poitrine là, j'ai pas vraiment compris, mais moi j'aimerais vous poser une vraie question. C'est est-ce que pour vous il y a faute? Je vois pas le contact de Jaguer avec le. Ou alors c'est très léger, mais on sent qu'il enlève vite le. Je vois pas à partir du quel moment il est déséquilibré pour toi. Sur la vidéo, c'est pas si évident. En fait, sur le premier ralenti qui remonte, tu vois qu'il touche. Ok. Voilà. Mais Et ensuite, tu revois tous les autres ralentis, tu te demandes, mais attends. Tous les autres ralentis, je comprends pas par contre. Il touche où? Et il y a un ralenti où tu vois qu'il touche. On le sent déjà plongé avant. Enfin, je sais pas. On sent qu'il est prêt pour. Il est prêt à aller chercher la faute. C'est pour ça que ça me dérange un petit peu. Tu sais pourquoi il y a faute? Pour moi, il n'y a pas suffisamment de contact pour le déséquilibrer à ce point-là. Tu sais pourquoi il y a faute? Regarde la réaction des joueurs du TFC. Bon, enfin, franchement, ils n'ont pas tant protesté que ça, quoi. Ouais. Sur le coup, alors il y a un changement de décision, donc du coup, mais au final, ils en ont pas forcément reparlé derrière, on n'en a pas entendu parler, etc. Bon, mais voilà. Il n'y a pas plus débat que ça. Est-ce que voilà. ça nous relance le débat sur la VAR? Justement, ça, on n'en parle pas parce qu'on va passer 3 heures. Mais moi, je trouve que ce genre de fautes sont un peu bâtardes dans l'idée où il veut dégager des Jaguereux. C'est pas un tac, c'est pas une. Il enlève son pied. Je dis pas qu'il n'y a pas pénalty. Attends. Avant qu'on enchaîne, je dis pas qu'il n'y a pas pénalty. Pour moi, c'est pas évident, mais il y a faute. Ok, très bien. Mais il est dans la gestuelle de vouloir dégager, de sauver son pote qui fait de la merde, parce que Ado fait clairement de la merde sur ce penalty. Mais c'est. Je sais pas, c'est pas un tac, c'est pas un contact. Moussa Diarra, quand il le retire de la surface, pour moi, il y a péno là. Oui. Tu vois, 10 minutes avant. Là, il y a un vrai penalty. Des Jaguereux, bon, c'est pas si évident que ça. Ça se siffle ou ça se siffle pas. Merci. Et avec la vidéo, tout se siffle. Donc t'es obligé de siffler. Il va voir la vidéo. Avec cette connerie de vidéo, les arbitres sont pratiquement obligés de siffler tout le temps. Donc, pour moi, il siffle le geste artistique de Ado qui fait une poitrine. Ça. Il le pénalise pour ça. Ado, vivement qui joue en pointe aussi, parce que c'est compliqué sur les côtés. Avant qu'on termine au top et au flop, Zenden, vous expliquiez. Bolo Zenden, qui est celui qui joue à Marseille. Ouais, pardon. Le même. Vous expliquez sa non-titularisation par quoi? Montagnier a dit qu'il n'était pas prêt physiquement. Non, j'allais dire t'étais à Clermont, mais non, tu n'y étais pas. Pour ceux qui étaient. Le repli. À Clermont, à Aurillac. On a vu pourquoi il n'était pas prêt, quoi. Et pourtant, il était en pleine saison dans son championnat. Oui, non, il est censé être là, on va dire.
il est censé être prêt quoi, C'est- à débuter. Mais c'est vrai Oui, mais c'est un qu'offensivement, il avait une belle patte gauche, mais c'est vrai que derrière, il y avait un peu plus de difficultés. Et je pense qu'il n'aurait pas fait un aussi mauvais match que Diarra. Quoi. Enfin, il n'aurait pas été meilleur. Ah bah, par contre, ça aurait pas été la même chose. C'est-à-dire que techniquement, les centres seraient arrivés autrement. Mais le souci, c'est que tu avais plus de chances de prendre des vents dans le dos. Quoi. Donc je pense qu'il lui faut un petit peu d'adaptation. Il est jeune, c'est un gamin. Il est pas prêt. Mais c'est presque dommage parce qu'on aurait voulu un joueur prêt à ce poste-là. Puisque, bon, il y a encore Isiaga, il fait le boulot. En fait, sur les deux premiers matchs, il fait le boulot. Donc, Oui, mais t'as pas de voilà. doublure. Comme pour Dessler, j'aurais à se péter. ouais, on je, aura pense pas... que, je pense que petit à petit, il le fera jouer. Voilà, c'est juste qu'il faut qu'il s'adapte. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il s'adapte parce qu'il a quand même une qualité Puis technique. il a que 20 ans très aussi, rapidement vu. Oui, voilà. Il y a de ça aussi. Hein. Il y a de ça aussi. C'est le risque avec les jeunes joueurs qui arrivent de l'étranger. Vos top, vos flops, messieurs. Fleming. Pardon. Par exemple, Fleming, j'ai vu un tweet là, dans l'après-midi d'un mec qui voulait parler des flops du Mercato Data. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais je pense qu'il y a 2-3 noms qu'on pourrait citer. Si Fleming me fait penser un petit peu à ça, parce que ce mec est quand même avec la N3, si j'ai pas de bêtises. Oui. On l'a toujours pas vu, on l'a vu 20 minutes Il a mis sur le quelques dernier buts match. avec la N3. Hein. Il a mis quelques buts. Il est très efficace avec la Il N3. a fait la prépa avec la N3. Mais ouais, c'est Il a donc. rendu 2-3 fois. en fin On de match. en reparlera de toute façon. On va avoir une Coupe du Monde au Qatar qui va nous niquer 2 mois de la saison. On aura le temps de faire plein de débats. Moi, pour les tops, juste tes tops, ouais. pour parler on n'en a pas parlé de tout le match, mais l'axe, défense centrale, Pour Nicolas Nicolaisen. Hyssen. Je me souviens d'un taxe Salvateur, 85e minute de Nicolaisen aussi en patron. Voilà, il est toujours au niveau, enfin très peu décevant depuis maintenant pas mal de temps. Donc voilà. Rouault un petit peu plus en dedans contre 3, si je ne dis pas de bêtises, on était un peu tombé dessus. Enfin, globalement, ça va. Quoi. Mais oui, non, je veux Ouais, il y a dire, pire. les deux étaient, on va dire. Il y a eu Canabic quand même. Non. Enfin, donc c'était Non, mais on est important pas de mettre en embêté. avant le fait qu'on a une charnière quand même qui tient le coup pour la L1 pour le moment. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Top, flop, c'est ça que tu veux. Ouais, tes mon top garçon d'abord. Les tops, je n'ai même pas envie de mettre Dupé. Ratao, qui est très bien dans ce match-là. Pourquoi tu veux pas mettre Dupé? Si, Dupé, oui, bah derrière, quoi. Mais je sais pas, moi, Si, il y a Dupé. Il y a Ah, Dupé, quand on même, peut pas, il y a l'arrêt sur le penalty, c'est hyper décisif. C'est, voilà, il y a Le péno, la justement, le parade, but. la relance rapide, Il y a la l'impression prise de risque. visuelle, non. Et puis même une chose, moi, parce que je suis pas là toutes les semaines, et j'avais évoqué moi mes doutes sur le fait qu'on avait 2 gardiens de même niveau et que du coup c'était hyper dérangeant. Mais clairement là actuellement, il y a même plus de questions à se poser, quoi. La forme actuelle, c'est Dupé qui est largeur. Après le match de Clermont où il y avait eu les erreurs, machin, etc. Le dernier match amical, etc. Après, dans les airs, ça reste un peu, Oui, un peu faiblard. oui, mais oui. il te fait Mais quand il fait le même, il te boulot. fait un clean sheet, il te fait un arrêt à dernière minute contre Nice, il te sort le penalty là. Enfin, Il est meilleur que c'est le gardien il est meilleur que le gardien de Lille, par C'est exemple. compliqué de lui tomber Donc dessus. Nobel. Ou que Nubel, oui, on sait pas. Oui, c'est vrai qu'il est Nobel un s'est peu fait bizarre, beaucoup mais- charrier sur les commentateurs ce week-end. Il vrai disait qu'il est qu'une un peu frappe bizarre, cadrée, c'était un but à peu près. Il célébrait l'arrêt de la frappe cadrée. Bon, bref, c'est horrible. Le pauvre, on l'embrasse aussi. Elliot, t'es top. Déjà, pas une affirmation. L'ambiance au stadium, il y avait une grosse ambiance C'est vrai. pour ce match. Et des torse nus. Non, mais ça faisait plaisir quand même de revoir des supporters qui chantaient. Non, après, en termes de joueurs, là, Dupé, il sort quand même un gros match, il arrête un pénalty, il fait un arrêt quand même assez décisif qui permet à Toulouse de partir en contre et de marquer un but par la suite. Après, il fait pas non plus de grosses erreurs majeures. Donc, ouais, Dupé et peut-être Ratao. Ratao qui quand même est assez percutant sur son côté. Il marque son but, même si c'est Encore, d'ailleurs. Ouais. Même si c'est un but, on va dire, un peu chanceux avec la relance Faut y être. de l'orienté. Il se le fait quand même le but. Hein. Oui, Ouais, enfin, bien il est- sûr. La relance du Gonze, le tacle passe décisive, c'est faute technique. Enfin, Et après, je pense que c'est... bon, c'est bon, 3. Enfin, ça sûr encore à l'ajouter un, mais. Non, ça va, merci. Ok. Merci, Elliot. Bonne nuit, Elliot. Vos flops? T'as un numéro à taper, Elliot, t'oublies pas. Ouais. Vos flops? Compliqué quoi. Peut-être Spearings, on en a parlé tout à l'heure, qui était un peu plus en dessous. Et ça s'est ressenti sur toute l'équipe. Donc, ouais. Après, il n'y a pas eu de gros flop non plus. Quoi. Enfin, Ado, Dessler quand même. fatigué un peu, mais après. Ado, Dessler, moi je l'ai mis en Ouais. flop. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Ado, mais Ado, il est clairement fautif sur le second penalty et Dessler se fait bouffer tout le match. Je l'aime beaucoup Dessler aussi, il fait des très bons matchs, mais là pour le coup, il a pas Rado, le pété le pauvre. lot. C'est Begraoui qui doit rentrer là. Franchement, ouais.
C'est Moi, con à on dire, pourrait mais- continuer à lui tomber dessus. Par Non, mais rapport à la ado, prépa- à la prépa qu'il fait aussi avec Gravel, Ado, qui a pas eu écoutez trop bien de- ce que je vais vous dire, Ado, et je vais me mouiller, et je suis peut-être pas très objectif, mais Ado dans l'axe, ce sera pas le même joueur que quand on le voit rentrer sur le teco là. C'est une promesse. Ouais, je vais l'appeler en direct d'ailleurs. Tes top, tes flops, Vincent, enfin Des réseaux. On a Alors, fait un petit sondage d'ailleurs sur les réseaux. Ouais, on a fait un petit sondage. Il y a sur, Jaguerin, moi, pratiquement dans les flops aussi, pas terrible. Bon, Gerrard middle. est cité. Oui, middle quoi. Moyenne note, ouais. Ouais, Oui, pour lui presque bien d'ailleurs depuis un moment. On a du Dessler, on avait 6% pour Dessler, 24% pour Spearing, 48% pour Ado dans les flops. On a Diarra qui a été cité également. Sur le Facebook Live, dans les flops Ado aussi, c'était par Bernard, c'était par Pascal. Sur les tops, on a aussi Ratao pour Amaury, donc super bon, belle qualité de passe, il tente et percute beaucoup, il est tout le temps décisif, déclenche toujours le pressing, énorme joueur. Il fait tellement de choses. Pour Johan, Roux a été propre. On a Bernard qui cite Dupé évidemment. Dans Fred aussi dans les tops, Vincent et Amaury dans les flops Mehdi. Je n'ai fait que citer ce qui a été dit à l'antenne, enfin sur un commentaire. Quand t'arrives en retard après. Et voilà, c'est. Si pas rien, s'il y a des cons qui oublient les frères Amen. On les embrasse. Bon, voilà pour ce match, messieurs. On va rester dans la. Alors, je vais prendre des risques. On va rester dans la Bretagne, puisqu'on va recevoir un Nantais avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit C'est alors, non, Mathis. Ratao. Retrait, joue en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière Salut Mathis de la tribune nantaise, comment tu vas? Salut, ça va bien et vous? Bienvenue, ça va très bien. Bienvenue à toi dans la deuxième Toulouse. Merci d'avoir répondu présent. On t'a sollicité pour nous présenter le Football Club de Nantes. Donc Attends, déjà, on va commencer la première question. Breton ou pas breton? Ah oui, je m'en doutais au vu des dernières phrases. On va dire breton. On est un club qui est quand même attaché à la Bretagne. Voilà, capitale historique de la Bretagne, c'est Nantes. Hein. Moi, c'est un breton qui me l'a dit. Donc, Ouais. C'est qui était nantais, non? Non, qui était pas Rennes, mais encore après. D'accord. Oh non. Bon bref, c'est pas le débat ce soir. On fera une spéciale feuille de match Bretagne si vous voulez un jour. Oui, mais on la reposera à tous les clubs bretons quand on recevra les Rennais. Enfin, si tu es dans le Finistère, t'es baisé. Il y a que pour les Finistère, c'est que les Bretons. Le reste, ça vaut rien. Je me trompe, Mathis, ou pas? Comment? Non, c'est pas grave, on va enchaîner. On parlera de la Bretagne plus tard. C'est le lancement de la terre d'un invité là quand même. C'est pas grave, mais non. Allez Mathis, la prépa du FC Nantes, donc déjà tu vas nous en parler un petit peu, on va vous parler du début de saison et que c'est 2 nuls et une défaite, et votre mercato, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? On va dire que le début de saison et le mercato sont intrinsèquement liés à Nantes. On est sur un début de saison qui est plutôt, on va dire, correct dans le sens où il a rien d'inquiétant. Même si on n'a pas encore de victoire, en fait, c'est ça le principal problème pour l'instant. Donc on a fait 3 matchs, un match nul contre Angers en ouverture, un match nul contre Lille, les deux ont fait 1-1 et on perd au Vélodrome donc contre Marseille samedi dernier. Donc un début de saison correct parce qu'il n'y a pas eu de prestations très inquiétantes. Contre Angers, c'est une prestation insuffisante. Contre Lille, on fait mieux, on prend un point. À la Beaujoire avec un Moses Simon qui a été très bon, donc un match plutôt intéressant, même si on peut regretter de ne pas prendre les 3 points. Après, ça reste quand même une grosse équipe. Et contre Marseille, un match très frustrant parce que il y a la place pour bouger cette équipe marseillaise. On leur fait mal, mais au final, on se fait punir par un manque d'efficacité. Cette fois, Moses Simon qui n'a pas été du tout assez tranchant. Et donc, on perd ce match. C'est notre première défaite de la saison. Donc pour le début de saison, on reste sur 3 matchs corrects mais insuffisants parce qu'on n'a pas encore gagné le moindre match, et donc on attend de ce match de Toulouse qui puisse nous offrir notre première victoire de la saison. Ludo Blas, il va rester à Nantes parce que c'est un peu le grand sujet de toutes les radios nationales et pour tous les Nantais. Rennes et Lille sont dessus. Qu'est-ce que ça va donner à ton avis? En fait, donc là, le principal candidat, c'est Lille. Il y a un accord entre Lille et le FC Nantes pour un transfert à hauteur de 15 millions d'euros. C'est le prix auquel sont arrivées les négociations suite à ce que voulait notre président Valdemar Kita. Donc il y a un accord entre les deux clubs. Le joueur est très chaud aussi pour rejoindre le LOSC. Maintenant, ce qui bloque, et ça va nous amener à parler du mercato, c'est que Antoine Comboiré, donc notre entraîneur, il est très réticent à laisser partir Ludovic Blas, malgré qu'il lui ait accordé un bon de sortie à la fin de la saison dernière, parce que lui, c'est un peu son ultimatum.
pour avoir des recrues pour compléter son groupe. Il se dit qu'il va pas laisser partir Ludovic Blas comme ça si son groupe est pas renforcé et s'il y a personne qui arrive pour le remplacer. Donc lui, c'est le discours qui tient, c'est un petit peu ce qui bloque pour l'instant. Maintenant, c'est quasiment sûr que ça va se faire, je pense, en tout cas de ce qui circule au niveau du FC Nantes en ce moment, parce qu'il y a un vrai accord entre les deux clubs et que le joueur est décidé à rejoindre les deux. Vous avez des pistes pour le remplacer ou pas encore? Non, c'est ça le souci. On peut en venir au mercato. Pour l'instant, en fait, on a fait 3 recrues. Donc, Moussa Sissoko, vous connaissez bien à Toulouse. Et puis Mostafa Mohamed et Evan Guessant. L'idée à Nantes, c'était surtout déjà de remplacer Randal Kolomuani, donc qui était notre buteur la saison passée et qui est parti à Francfort, avec qui il fait d'ailleurs des très bons débuts. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui a été numériquement fait puisqu'on signe 2 attaquants de pointe. Mais c'est pas le même profil, c'est pas la même fiabilité, ça apporte pas autant de garanties, donc on va dire que c'est plutôt pour l'instant des paris, que ce soit Guessant ou Mostafa Mohamed. Donc pour l'instant on est un mercato qui patine un peu, et pour Ludovic Blas, justement il n'y a pas énormément de pistes pour le remplacer, parce qu'en fait à Nantes le souci c'est qu'en gros on a un président, donc Valdemar Kita, qui est pas très au fait de la réalité du monde de football, on va dire ça comme ça, qui travaille avec des agents, il n'y a pas vraiment de... Oui, il n'y a pas de cellule de recrutement. Exactement, il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y a pas un organisme, 1 ou 2 personnes qui vont vraiment impulser une dynamique de recrutement à Nantes. Les bonnes idées en général elles viennent du secteur sportif et donc d'Antoine Comboiré. Le souci c'est que quand il y a des bonnes idées de recrutement, les pistes intéressantes, en fait les négociations sont souvent bloquées parce que Valdemar Kita, le président, veut travailler avec les agents avec lesquels il a l'habitude de travailler. Donc c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas habitués à suivre l'actualité de Nantes, c'est un peu flou comme système. C'est comme ça que ça fonctionne et ça paralyse beaucoup de choses au niveau du mercato cet été. Non, mais en gros, ils travaillent qu'avec certains agents et au moment des signatures, ils imposent les agents qui font les transactions. En gros, c'est ça, quoi. Ça. Et si tu veux pas, en gros, le transfert, il se fait pas. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est vraiment, on a un agent en fait qui prend le rôle d'un directeur sportif. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Et même dans le sens des départs, des fois, on se retrouve avec un système comme ça où des joueurs qui veulent partir. Et en fait ça va être l'agent donc Modji Bayat qui va être prospecter un peu dans différents clubs et au final le joueur va devoir passer sous sa bannière pour partir. Enfin, c'est des systèmes comme ça qui rendent le mercato complètement paralysé à Nantes et c'est pas la première année que ça se passe comme ça. Et allez, on crève l'abcès direct. Valdemar Kita, t'en penses quoi? Nous, Valdemar Kita, la grande majorité des supporters nantais vous diront qu'ils désapprouvent sa politique, c'est mon cas aussi. Parce que ça peut pas durer. Enfin, de toute façon, c'est tout le monde veut le dire, mais c'est... Ah oui, même nous les extérieurs, on est d'accord avec vous. Qui a complètement bafoué l'identité du club, qui a rompu complètement le lien avec les supporters. Il n'y a pas de projet sportif cohérent et le recrutement fonctionne pas, donc c'est tout simplement c'est ça, quoi. On a Fred sur le Facebook Live qui demande si la tombe du Kita Circus est fleurie régulièrement. Alors, pour la petite histoire, quand il y avait eu cet événement, si on peut appeler ça comme ça, avec les supporters de notre groupe Ultra, la Brigade Loire, qui avait qui avait organisé ça. En fait, le cercueil symbolique du FC Kita avait été déterré quelques semaines après une victoire, par les agents, alors si je dis pas de bêtises, par Modji Bayat, donc l'agent dont on parlait à l'instant, et il l'avait amené sur la pelouse de la Beaujoire, mais ça avait donné lieu à une scène complètement loufoque. Enfin, c'est très... Et les mecs cherchent la merde quand même. Du FC Nantes de ces dernières années. Ouais, c'est chelou, c'est vraiment bizarre. Allez, on va se recentrer sur le sportif, parce que je pense qu'on pourra en parler des heures là aussi de l'extra sportif à Nantes. Les ambitions cette saison, c'est quoi Nantes? Parce que quand même vainqueur de la Coupe de France l'année dernière, donc ça retrouve l'Europe, ça retrouve l'Europa League. Si je dis pas de bêtises, ça faisait presque 15 ans que c'était pas européen Nantes. Ouais, c'est ça, carrément. Alors j'ai pas la date exacte, je crois que c'est 2004, avec une coupe qui n'existe plus actuellement. Intertoto, non? La fois qu'on a été européen. C'était l'Intertoto, c'est ça, non? Oui, voilà, exactement. Donc une prestation pas si remarquable en 2004 en Intertoto. Bref, c'était la dernière fois que Nantes était en Europe. Et puis là, c'est quelque chose. En fait, c'est très symbolique le retour de l'Europe à la Beaujoire, parce que vous connaissez, j'imagine, le public nantais. C'est quand même un public, une ville où il y a beaucoup de ferveur. Il y a toute une génération dont je fais partie qui n'avait jamais connu des vraies émotions avec le FC Nantes. Là, c'est enfin le cas. On a vécu une super saison l'année dernière, qui était exceptionnelle, faut quand même le dire. Exceptionnelle dans tous les sens du terme, parce que déjà, on a vécu beaucoup d'émotions, et aussi et surtout parce que c'est pas le résultat d'un travail de long terme, c'est vraiment le résultat de la politique sportive de Comboiré. Et c'est du one shot, qui a su tirer le meilleur d'un effectif comme qui s'est remis au boulot après de passer chez nous, d'ailleurs. C'est bizarre de l'entendre. Vous n'avez pas trop de terrain de golf à Nantes, si? Aussi. Si, faut voir qu'il trouve le moyen de pratiquer un peu, s'il est aussi heureux chez nous.
On charrie, bien entendu. Bon, nous, on l'a Non, vu, mais c'était un peu il a cata, lui-même mais avoué que les passages à Toulouse, et je crois que c'était Dijon aussi, ouais, je suis calé où en pas. fait il savait plus trop où il allait, etc. Et qu'il y a eu un petit déclic derrière, et Mais ça se notamment à voyait. Nantes, et il s'est Non, refoutu vraiment à C'est un travailler. historique de Nantes aussi. C'est un historique Et ça, à Nantes. Ouais, c'est possible. Oui, en parce plus. qu'en fait, nous, on sent qu'il a vraiment un. Bah, sinon, de toute façon, il serait pas resté jusque-là. Mais même là, un peu pour ça qu'il est venu. Mais il a vraiment un lien avec Nantes. Il est formé là-bas. C'est les gens du FC Nantes qui vont le chercher en Nouvelle-Calédonie quand il est tout début de sa carrière. Donc, il a un vrai lien pour Nantes. Il habite à côté sur la côte, pas loin de Saint-Nazaire. Donc, il a un vrai lien avec le club, avec la ville. Donc, c'est pour ça qu'il reste aussi à Nantes et qu'il peut-être qu'il travaille aussi bien. Les points forts des Nantais, c'est quoi, Mathis? Pardon? Les points forts de cette équipe de Nantes pour samedi. Les points forts, cette saison, bon, l'année dernière, on avait quand même nos 3 joueurs avec Ludovic Blas, Moses Simon et puis Randall Colomuani qui formaient vraiment le trident d'attaque et qui était un des points forts incontestablement. Là, cette saison, avec le départ de Colomuani et le cas Ludovic Blas qui est un peu épineux en ce moment, c'est moins net. Surtout vu la prestation qu'a sorti Moses Simon à Marseille, pareil, c'était assez insatisfaisant. Donc le point fort sur le début de saison, je pense que c'est quand même la défense, et c'est surtout symbolisé par un autre ancien Toulousain. On a parlé de Moussa Sissoko, c'est Alban Lafont. C'est l'homme en forme du FC Nantes en ce moment. Il sort d'une super saison, comme vous avez sûrement dû le remarquer, Oui. et il repart encore sur des très bonnes bases. A priori, on va le garder chez nous à Nantes. Donc, je pense que c'est la défense, c'est cet axe avec Alban Lafont dans les buts, et puis cette charnière à 3 qui est un peu aussi la pierre angulaire du système de Comboiré, avec Jean-Charles Castelletto, Nicolas Palois et puis André Girotto. C'est vraiment ça pour moi qui marche bien sur le début de saison à Nantes, en attendant que l'attaque se trouve un peu mieux et qu'on ait plus de certitude du point de vue offensif. J'ai une petite question par rapport au point fort. J'ai entendu dire que le duo Chirivella-Sissoko, ça marchait fort. Apparemment, il y avait un bon. blessé. Il est blessé. Bon, au moins, ça marchera pas. Non, mais non, mais sinon, est-ce que à temps réel, ça marche ou pas? Enfin, si les deux sont en forme. Alors, on va dire que c'est prometteur, mais pour l'instant, on n'a pas eu énormément d'occasion de voir beaucoup de belles choses de ce duo-là. Déjà parce que du coup, effectivement, Sissoko est blessé. Il a manqué le match contre Marseille là, et puis il va manquer la réception de Toulouse. On les a vus sinon au Trophée des Champions, où on s'est fait complètement avoir par le PSG, en même temps sans grande surprise. Tout le monde Et est on les a passé vus cette année. contre Angers, je crois, contre Lille, j'ai un doute, je sais pas si Sissoko était là, je crois pas. Et contre Angers, la prestation collective est assez insuffisante. Donc le duo est prometteur parce qu'ils sont assez complémentaires. Chez Rivella, c'est vraiment cette patte technique, cette qualité de distributeur. Là où Sissoko amène l'expérience, le potentiel physique et sa qualité, ses qualités techniques aussi, parce qu'il en a aussi. Donc c'est un duo qui est prometteur. Maintenant, Sissoko, c'est pas forcément son meilleur poste quand il évolue comme ça dans une paire de relayeurs. Donc il y a une petite réflexion qui va peut-être s'engager quand il va revenir. Est-ce qu'il faudrait pas le mettre un petit peu plus excentré, des fois en 8, un petit peu plus sur la droite, on ne sait pas trop encore. Donc c'est un duo qui est prometteur, mais qui doit encore se trouver, et qui doit encore s'adapter et travailler ensemble pour que ce soit vraiment au top du top. Les points faibles du côté du FC Nantes. Du côté du FC Nantes ? Ouais, les points faibles, c'est quoi? Ah, les points faibles, pardon. Pour l'instant, du coup, c'est notre rendement offensif, clairement, sur le début de saison. Parce qu'on n'a pas remplacé vraiment Randall Colomuani. Moustapha Mohamed comme Evan Guessant, ils ne sont pas ridicules sur ce qu'on a vu d'eux pour l'instant. Mais c'est pas le profil de Randall Colomuani, donc c'est-à-dire qu'il faut que l'équipe réadapte tout son jeu. Là où on n'allait pas hésiter à aller dans la profondeur, à travailler avec beaucoup de vitesse, là il faut plutôt se tourner vers un jeu adapté à des attaquants plutôt profil pivot. Donc c'est un travail à faire, c'est pour ça que le rendement offensif n'est pas excellent en ce moment. Et puis Moses Simon du coup un petit peu irrégulier, Ludovic Blas qui n'est pas non plus au meilleur de sa forme vu qu'il est un peu aussi préoccupé par l'imbroglio avec le LOSC. Donc oui, clairement, c'est le rendement offensif en ce moment qui nous embête, et c'est ça, sur le match contre Marseille, là, pas plus tard que samedi dernier, on manque d'efficacité. C'est assez aberrant quand on regarde le match ou même quand on regarde un résumé. On manque d'efficacité, on loupe des occasions qui sont immanquables quand on peut ouvrir le score. Et au final, on se fait avoir, et parce que voilà, on n'a pas ce réalisme offensif sur le début de saison. Allez, maintenant très rapidement, parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. Si tu devrais nous donner un joueur à suivre, juste un nom, un petit jeune au FC Nantes, ce serait qui? Candia Merlin, non? Ouais, exactement, c'est de Quentin Merlin dont j'avais parlé. C'est un malin, profil technique assez intéressant parce qu'en fait il est formé milieu gauche, et donc là il est redescendu en piston. C'est une belle trouvaille d'Antoine Comboiré, et c'est vraiment une de nos valeurs sûres. Il est très très bon offensivement, dans les centres, tout ça, il est vraiment excellent.
Et défensivement, il travaille, mais il prend aussi de l'expérience. Donc on va dire que c'est un joueur qui a le potentiel de devenir un très très bon piston, un joueur très polyvalent et qui est très régulier et qui est très très bon chez nous depuis le début de saison et la saison dernière aussi. Un joueur du TEF que tu voudrais à Nantes pour cette saison, mais vraiment très 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 rapidement, là pour le coup après on fait les pronos et on terminera sur ça. Ouais. Tu dois en prendre un seul. Du peu que j'ai vu, j'avais parlé de Branco van den Boomen, mais j'ai voulu faire un peu plus original. Du peu que j'ai vu de Toulouse, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait avec Michael Dessler, qui est votre latéral droit. Nous en fait c'est un poste où on aurait besoin de renfort, et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être peut-être un joueur un peu plus fiable que ce qu'on a actuellement. C'est Raphaël, non, c'est ça. Pourquoi pas en tant que piston, c'est Apia, oui. un joueur que je connais mal, mais voilà. Apia qui est formé au Pradet, au TAC, si je dis pas de bêtises. C'est possible qu'il soit d'ici. TAC, oui, c'est sûr, il est d'ici, je crois que c'est le TAC, ouais. TAC ou Pradet, je sais plus. Ouais, c'est possible, ouais. Il est formé ici à Toulouse. Allez, pour finir cette émission, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, non, même c'est la fin. Donc on va faire ça en 1 minute rapide. Les gars, vos pronos, on terminera par Mathis pour finir. On attend ton prono pour dimanche. Un partout à Tao. Mehdi. 2-1 Nantes. Elliot. 1-0 pour le TFC. Allez, un partout. Il en faut bien un positif. 1-0 Dalinga. Et toi Mathis? 2-1 pour moi. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Mathis. Merci d'être intervenu. On te souhaite une très belle saison. On se rappellera pour le match retour. D'ici là, un très bon match, dimanche 13h, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, merci à toi d'être intervenu. Bonne continuation et bon match dimanche. Merci à vous, bon match aussi, et puis bonne saison à vous et puis au TFC. Ciao, merci. Nous, on va se quitter aussi, messieurs. Merci Mehdi, merci Nathan, merci Elliot à la technique, merci Vince, Merci Camille. merci à toutes celles qui nous ont suivis sur le Facebook Live, sur Radio Occitanie. Vous n'avez pas appelé ce soir le studio, mais n'hésitez pas à appeler dès la semaine prochaine pour les débriefs de match. Nous, on se retrouve dès mardi prochain avec le débrief de Nantes TFC, la preview de TFC PSG et plein d'autres nouveautés de news. Passez une très belle soirée. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao.